Et si on arrêtait de voir une organisation comme une simple somme d'individus? Si on l'imaginait plutôt comme une grande machine complexe? C'est vraiment ça l'idée centrale du paradigme des systèmes et structures. On pense à un ensemble de rouages, tous connectés, où chaque petite pièce, chaque action, a un impact sur l'ensemble. Et voilà la grande question qui va nous suivre tout du long. Parce que cette vision de l'organisation machine, eh bien, elle a ouvert deux chemins complètement opposés. D'un côté, ceux qui cherchent à huiler les rouages pour que tout soit plus efficace. Et de l'autre, ceux qui se demandent si, au fond, on n'est pas juste coincé dans les engrenages. Et à l'origine de cette bifurcation, de cette grande séparation, il y a un seul homme, le sociologue Talcott Parsons. C'est son travail qui est le point de départ, le véritable carrefour intellectuel qui va lancer la théorie des organisations sur deux routes qui, on va le voir, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est donc son héritage qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors Parsons, sa grande idée, c'était quoi au juste? Pour lui, la question n'est pas de savoir si une action est bien ou mal, mais plutôt à quoi elle sert pour le système. Il part du principe que toute action, c'est un équilibre entre innover et conserver. Prenez une entreprise qui adopte une nouvelle technologie. Ça, c'est l'innovation. Mais pourquoi elle le fait? Pour protéger ses parts de marché? Ça, c'est la conservation. C'est cet équilibre permanent qui, selon lui, permet à un système de tenir debout. Ce qui est assez fou, c'est que Parsons a carrément créé une sorte de mode d'emploi universel pour la survie de n'importe quel système. C'est le fameux modèle agile. Imaginez une équipe de foot. Pour qu'elle survive et qu'elle gagne, elle doit, premièrement, s'adapter à la stratégie de l'équipe adverse. Deuxièmement, atteindre son but, goal en anglais, c'est-à-dire marquer. Troisièmement, bien intégrer les joueurs pour qu'ils forment une vraie équipe. Et enfin, maintenir sa latence, c'est-à-dire ses valeurs, son fameux esprit d'équipe. Pour Parsons, de l'entreprise à la famille, tout système qui dure applique, consciemment ou non, ces 4 règles. Et c'est là que l'histoire devient vraiment passionnante. Parce que cette théorie, qui semble si logique, si cohérente, va être lue et interprétée de deux manières qui s'opposent en tout point. C'est vraiment le moment clé de notre analyse. On a donc d'un côté ceux qui, comme Henry Mintzberg, voient la structure comme une boîte à outils. Ils vont piocher chez Parsons pour trouver la meilleure configuration, la meilleure recette pour qu'une organisation soit la plus efficace possible. Et de votre côté, on a les critiques comme Michel Foucault. Pour eux, la structure, ce n'est pas du tout un outil, c'est plutôt une cage. Et leur but, c'est de l'analyser pour nous montrer comment elle nous contrôle, souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Allez, explorons cette première voie. Celle qui voit l'organisation comme un grand mécano à optimiser. C'est la perspective de Henry Mintzberg, l'héritier direct de la pensée fonctionnelle de Parsons. La question de Mintzberg, elle est éminemment pratique. Il prend l'idée d'adaptation de Parsons et il la plaque sur le monde de l'entreprise. Son but, ce n'est pas de juger, c'est de comprendre comment on peut agencer les pièces du puzzle pour que la machine tourne le mieux possible face à un environnement qui, lui, change tout le temps. À partir de là, il va définir 5 grandes familles de structures. Par exemple, une usine de voitures, elle, fonctionnera mieux avec une structure très hiérarchique, très rigide. C'est ce qu'il appelle la bureaucratie mécaniste. À l'inverse, une start-up dans la tech, elle, aura besoin d'une structure hyper souple, très créative, l'adocratie. Pour Mintzberg, il n'y a pas une seule bonne recette, il y a une organisation adaptée à chaque situation. Le point crucial à retenir ici, c'est que dans cette école de pensée, le pouvoir n'est pas un problème, c'est un outil. La structure, elle est juste là pour qu'on soit plus efficace. Point. C'est une vision très pragmatique qui va être complètement dynamitée par notre penseur suivant. On passe maintenant de l'autre côté du miroir. Avec Michel Foucault, on quitte le monde bien huilé de l'efficacité pour entrer dans celui, beaucoup plus sombre, du pouvoir. Il va prendre l'idée de structure de Parsons, mais pour la retourner comme un gant. Vous voyez la différence? Pour Foucault, la question n'est plus comment ça marche, mais comment ça nous contrôle. Il s'intéresse à la manière dont les structures, même celles qui ont l'air les plus neutres, en fait, façonnent nos comportements et nous rendent dociles, sans même qu'on s'en rende compte. Et pour nous faire comprendre ça, il va utiliser une métaphore incroyablement puissante, le panoptique. À la base, c'est un concept d'architecture imaginé par le philosophe Jeremy Bentham pour une prison idéale. L'idée, c'est une tour centrale qui peut observer toutes les cellules qui sont, elles, disposées en cercle tout autour. Le mécanisme, à la fois génial et terrifiant, c'est que les prisonniers dans leurs cellules savent qu'ils peuvent être vus à n'importe quel moment depuis la tour. Mais eux, ils ne voient jamais si quelqu'un les regarde vraiment. Et le simple fait de savoir qu'ils pourraient être vus suffit à les faire se comporter comme s'ils l'étaient en permanence. L'autorité n'a même plus besoin d'intervenir, elle devient invisible et automatique. Cette citation, elle résume tout. Le but, ce n'est plus de punir, c'est de fabriquer des individus qui se conforment d'eux-mêmes. Pensez aux open space, aux évaluations constantes, aux indicateurs de performance.
Pour Foucault, ce sont des formes modernes de panoptique qui créent des corps dociles, des employés qui ont tellement intégré les règles du jeu qu'ils n'ont même plus besoin qu'on leur donne des ordres. Alors, que faire de ces deux perspectives qui semblent totalement irréconciliables? Faut-il choisir son camp? Eh bien, pas forcément. En réalité, elles nous offrent une double lecture qui est devenue indispensable. En fait, pour avoir une image complète d'une organisation, il faut la regarder avec les deux yeux en même temps. L'œil de Mintzberg nous montre la mécanique, comment elle s'organise pour fonctionner et s'adapter. Et l'œil de Foucault, lui, nous révèle les fils invisibles du pouvoir et du contrôle. On a besoin des deux pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et tout ça nous ramène à notre point de départ, Talcott Parsons. C'est assez incroyable de se dire que son travail sur le système social, en posant les bases de la fonction et de la structure, a, sans le vouloir, ouvert la voie à cette dualité fondamentale qui est au cœur de toute analyse d'organisation aujourd'hui. L'organisation vue à la fois comme une machine et comme une prison. Et cette double vision nous laisse avec une dernière question. L'organisation dans laquelle on évolue tous les jours, que ce soit au travail, à l'université, peu importe, est-ce que c'est plutôt une machine bien huilée qui nous aide à atteindre des objectifs, ou est-ce que c'est une prison subtile qui nous façonne pour servir ses propres buts? La vérité est sans doute, comme souvent, quelque part entre les deux.